Où va le monde? La question, turlupine la cervelle de beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais, même de non-Africains. Mais nous commençons par la RDC. L'actualité s'impose, l'état des sièges. L'interview accordée par le président de la République à New York à la Voix de l'Amérique. Oui, et tant d'autres sujets, l'actualité chez nous. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour. On commence par la RDC d'abord, chez nous. Voilà. On ne peut d'abord que parler de soi-même. Oui, d'abord parce que je vous ai suivi ce matin, j'ai suivi quelques confrères à travers le monde, dans d'autres médias. La RDC est caractérisée par ce qui se passe en Afrique, principalement en cette période presque post-Covid, parce qu'on ne le dit pas maintenant, la maladie est en train de baisser, de partir. Alors qu'on parle de la 4e vague. Non, c'est pas vrai. La victoire de ceux qui ont manipulé cette maladie est que les 666, entre guillemets, dont Macron parlait, sont en train d'être concrétisés quasi partout. On voulait que le monde... Donc l'antéchrist est à l'œuvre maintenant. Oui, c'est-à-dire que le capitalisme mondial avait besoin, d'un côté, de diminuer la population mondiale, des millions de personnes, ce qui a été fait. Beaucoup de gens sont morts, notamment d'un certain âge, à partir de 70 ans, un peu plus. Il y a même des jeunes, parce qu'il y a eu des manipulations qui ont aussi affecté l'ARN, c'est-à-dire le messager, cet ADN qui est en nous. L'ARN messager, c'est la partie qui vous donne des informations dans votre corps et qui peut même modifier la morphologie ou modifier surtout les informations génétiques de votre corps. Et ça a perturbé le métabolisme de beaucoup de jeunes. Beaucoup sont morts, ceux qui avaient des maladies chroniques notamment. Et donc ils ont réussi à diminuer la population mondiale. Ils ont réussi à freiner l'élan, notamment de la Chine et de certains pays émergents qui étaient en train de prendre de l'envol. Ils ont maintenant conditionné les mouvements, ce qu'on appelle les flux migratoires, via une identification, ce qu'on appelle le pass. Vous ne pouvez plus arriver chez eux sans cette marque. Oui, c'est-à-dire qu'on doit vous identifier, savoir. Aujourd'hui, si on veut savoir, par exemple, que Michel Lumbala a mangé dans tel restaurant, à telle heure, il suffit tout simplement de regarder votre QR code. Enfin, vous avez maintenant une espèce de code informatique qui vous trace partout. Traqué comme une souris. Oui, c'est ça l'identification que vous voulez. Troisièmement, si effectivement il y avait une solidarité mondiale, on aurait distribué ces vaccins, parce qu'on dit que c'est les vaccins qui empêchent la mort. Non, le vaccin n'empêche pas la mort. Le vaccin peut-être diminue la gravité de la maladie, mais n'empêche pas du tout. Parce que si vous l'avez, vous allez contacter la maladie, vous pouvez distribuer la maladie, vous pouvez, d'après ce qu'ils disent, ne pas développer la forme la plus grave. Mais si effectivement il y avait une solidarité mondiale, on aurait transmis ces vaccins à l'ensemble de la planète. Les pays d'Afrique ne sont vaccinés qu'à 3%. Je répète, 3%. Ça veut dire que si cette maladie était grave, gravissime, et qu'elle pouvait décimer les gens assez rapidement, vous enlevez les 3% des Africains vaccinés, les 97% allaient partir. Pas plus que la semaine dernière, Macron a dit oui, nous allons faire un effort pour donner encore un peu plus de doses aux pays africains parce qu'ils sont vaccinés qu'à 3%. Mais on les conditionne, ces Africains, avant d'aller en Occident, de faire encore des tests PCR qui sont payants. Ensuite, quand ils arrivent sur place, tous les 2 jours, il faut qu'ils fassent ces tests. Partout où ils doivent passer, il faut qu'ils fassent ces tests. Ils doivent payer parce qu'ils ne sont pas sous sécurité sociale dans ces pays-là. Ensuite, ils doivent se faire identifier là-bas via le vaccin. Mais la majorité de ceux qui restent sur le continent ne sont ni vaccinés et n'ont pas non plus la possibilité de se faire tester assez régulièrement pour savoir si effectivement la maladie est là. Mais en réalité, on voit aujourd'hui que la maladie sévit moins un peu partout. Si vous regardez, pas seulement ici au Congo, dans beaucoup de pays d'Afrique, le port de masques, les hôpitaux qui étaient débordés, etc., c'est en train de diminuer. Tant mieux si Dieu peut nous aider, comme il a l'habitude de nous aider en réalité. Ce n'est pas une négation de la maladie, elle existe.
ce n'est pas une négation qu'elle tue pas, elle tue, mais les dessous de tout ceci. Voilà. Et que- Au-delà de ce qu'on voit. Oui, et que... L'Afrique est-elle en train de s'en sortir grâce à Dieu? Qu'est-ce qui se passe? C'est la nature qui fait parfois... Les lois de la nature sont parfois insondables. Ce qu'on prétend, ce qu'on veut, ce qu'on pense, c'est souvent pas le cas. Et Dieu, dans ce qu'on appelle la régulation, Dieu régule à sa manière et parfois ça nous aide. La RDC est malheureusement en train de passer des moments d'innocence. Je vous ai écouté ce matin. Des moments, comme qui dirait, d'inactivité intellectuelle et, je dirais, républicaine. D'inactivité, pourquoi? Parce que si vous interrogez n'importe quel Congolais aujourd'hui, il vous parle, il y a la crise, il y a le chômage, il n'y a pas d'argent, le pays est bloqué. Mais personne ne fait rien. Personne ne semble bousculer, secouer les cocotiers pour que ça aille dans le sens, pour que les choses fonctionnent. Vous prenez l'état des sièges, par exemple. Moi, j'ai fait le tour un peu de gouverneur de ces deux partis, que ce soit l'Ituri ou le Nord Kivu. Qu'est-ce qu'on apprend? Que ce sont les Congolais qui sabotent l'état des sièges. Et les étrangers en profitent. Comment sabotent-ils? Vous prenez l'Ituri, par exemple. Les élus qui ont été d'abord dénoncés par les faux armés, les mêmes élus qui ont été dénoncés par Mbosso, ici, pour dire sortez des groupes armés, eh bien, sur place là-bas, la plupart de nos compatriotes étaient des mèches avec, par exemple, les Codeco, les ADF, pour gérer des coins où il y a des mines artisanales, avec des Chinois, des étrangers, des Rwandais, tous ces gens qui sont à la merci de pays étrangers. Eh bien, les élus de ces coins-là entretiennent cette situation de confusion. Il faut payer même les droits de passage. Si vous prenez le cas de Komanda, par exemple, ce qui se passe en ce moment depuis 3 jours à Komanda, c'est simple. Avant, il y avait une espèce d'omerta où les élus de là-bas, les autochtones de certaines personnalités du coin étaient des mèches avec les groupes rebelles pour gérer à la fois les taxes de passage, mais aussi les mines artisanales. Quand les FARDC sont arrivés, ils ont nettoyé tout ça pour bloquer. Maintenant, il y a des escarmouches, comme ce qui s'est passé avant-hier, où nos compatriotes harcèlent les forces armées. Et ceux qui sont dans les réseaux sociaux prennent des images, inondent les réseaux sociaux pour dire que les FARDC sont débordés, les FARDC n'arrivent pas à faire le travail, les FARDC ont perdu le commandant. Un commando de destruction qui fait partie d'une approche communicationnelle. Oui. Oui, mais c'est la guerre, c'est la contre-guerre imposée au FARDC au Congo. Oui. Avec les mercenaires à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se le dise. Ce qui se passe à l'Est, c'est une guerre économique. Ce n'est pas une guerre d'occupation, ce n'est pas une guerre de conquête. C'est une guerre économique d'exploitation de matières premières. Et parmi les exploitants, il y a des Congolais. Les fameux ADF, il y a la majorité des Congolais. Il y a l'implication des élus, des notabilités. Qui font les affaires. Oui, avec cet État, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis 1998. La plupart des leaders de ce coin-là font des business avec les pays de la sous-région. La plupart des leaders de ce pays-là, de ce coin-là, ont des activités ici à Kinshasa, des villas, des commerces, et ils profitent un peu de tout cela. Des villas des sons. Oui. Hantés. Oui. Et donc, quand ils voient qu'on est en train de faire, par exemple, sont en train de stabiliser la situation, ça ne les arrange pas. Alors, il y a ce qu'on appelle les larmes de crocodile à l'Assemblée nationale, ici à Kinshasa, sur des plateaux de télévision, on est martyrs, etc. Il y a des morts. Mais vous allez voir que dès qu'il y a un incident, c'est souvent les réseaux de ces gens-là qui publient.
ces incidents, avec les images des cadavres, etc. C'est là où tombe à pic, c'est qu'a dit le président de la République aux Nations Unies, pour dire on va garder cet état de siège jusqu'à ce que nous avions dit auparavant soit terminé, c'est-à-dire ce qu'on avait dit, c'est quoi, c'est l'insécurité, c'est tout ça. Mais ça ne va pas perdurer éternellement parce qu'on ne peut pas garder un gouvernement militaire dans un pays où la justice est souvent expéditive, etc., et que parfois certaines libertés sont restreintes. À côté de cet état de siège, il y a les institutions. Si vous suivez ce que le président a dit dans cette interview à Marius Munga, vous sentez que il y a une espèce de ping-pong qui se joue maintenant entre les confessions religieuses, l'Assemblée nationale et l'institution présidente de la République. Les confessions religieuses disent on n'arrive pas à s'entendre, il faut que le président arbitre. Le président dit, si je vais arbitrer au profit de catholiques et de protestants, je serai traité de partial. Si je le fais pour la majorité, je serai partial. Donc, l'Assemblée nationale va le faire, c'est-à-dire, ou plutôt il dit, on va recommencer à zéro. Si vous suivez Mbosso hier à Massina, devant les gens de Massina, il a dit, il ne faut pas que quand les politiciens vous appellent de descendre dans la rue, il ne faut pas descendre dans la rue. Mais lui, il était avec eux dans une grande salle, c'est une manifestation publique qui n'a pas non plus respecté les gestes barrières parce qu'au stade, il y avait énormément de gens hier devant Mbosso. Entre-temps, les temps, lui, passent. Les temps passent parce que, vous avez vu ce qui se passe au Mali? On en parlera tout à l'heure. Les Maliens ont fait des coups d'État, on en parlera plus tard, mais plus vous êtes dans les tergiversations, plus les choses que vous devez faire ne prennent que du temps et ça devient élastique. Et c'est compromettant pour tous les restes. Parce que nous nous sommes transformés en pays d'élection. Joseph Kabila Sotan avait dit, on ne peut pas passer notre temps à organiser des élections. Les gens disent, ah, c'est pas possible, pourquoi il parle comme ça? Mais il avait raison. Félix Tshisekedi, à peine élu, 1 an et demi, on parle déjà d'élections. Des élections qui nous bouffent des millions, des milliards. Oui. Des élections qui sont porteuses des conflits, oui, et morts d'âme des élections, oui, à problème. Mais des élections qui produisent quels résultats? Parce que avant les élections, vous avez déjà la crise. Parce que tout le monde se prépare pour aller aux élections. Pendant les élections, il y a la crise. Parce que tout le monde veut bloquer l'autre pour qu'il ne puisse pas gagner les élections. Après les élections, vous avez la crise. Parce que ceux qui ont échoué, ils vont faire des troubles pour contester ceux qui ont, entre guillemets, réussi. Et donc, le processus électoral lui-même est porteur de germes conflictuels. C'est conflictuel. Ce qui veut dire que... Est-ce qu'on ne peut pas changer les choses? Le gagnant, entre guillemets, compose avec le perdant, c'est-à-dire le perdant est d'office Premier ministre ou vice-président de la République. Au lieu d'avoir un colistier, nous passons du système semi-présidentiel au système présidentiel. On écourte un peu les choses. Mais c'est ce que Joseph Kabila comme les pays, certains pays francophones, voilà. Mais chez nous, on innove avec le perdant qui est d'office vice-président. Et puis après, il y a la paix. Il appelle ses partisans au calme. Et ceux qui ont la vérité des urnes se taisent. C'est ce qui a été proposé. Le pays, le Congo, c'est un pays de compromis. Lorsqu'il y a compromis, les Congolais se calment. 1 plus 4, c'était le compromis. La coalition MP, Palu, Idemo, c'était le compromis. Les consultations avec les Kengo, avec les MLC de Thomas Louaka et les autres, c'était des compromis. Le gouvernement avec Chibala, compromis. Avec Badibanga, compromis. Le FCCK était un gouvernement de compromis. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compromis. Il y a ce qu'on appelle l'union sacrée qui commence à prendre de l'eau. Pourquoi? Parce que les gens y étaient venus pour avoir des postes. Ils étaient venus pour avoir de la protection, on va dire, judiciaire.
Aujourd'hui, ils ont vu que les TEN vont en prison, les CCI vont en prison, les autres sont indexés. Ils commencent à reculer. Et ceux qui voulaient les postes ministériels, ils n'ont pas. Certains n'ont même pas pris les palissades, parce que d'un côté, comme dit Néhémie, ce sont les gestes de la honte, ou plutôt de la compromission, et on ne va pas aller le prendre, ces palissades. Pour revenir au facteur temps. Oui, nous parlons élections et le temps passe. Oui, un pays des élections. Oui, un pays passe parce que le temps passe, le pays des élections, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez parlé ce matin du budget. Mais ces budgets, il ne peut être réalisable que lorsque vous produisez. Le Congo ne produit pas. Le ministre de l'économie, par exemple, si vous lui posez la question sur la production nationale brute du pays aujourd'hui, elle est à combien? On va vous dire, il y a la Covid, les entreprises sont en faillite, voilà. Il n'y a pas la production. On n'exporte pas grand-chose, la RDC. On était autrefois premier producteur et exportateur de tel. On n'exporte pas, surtout sur le plan agricole, absolument rien. Même le thé nous provient du Burundi et du Rwanda. Et donc, on doit produire. Un budget, c'est de la production. On ne peut pas baser notre budget sur les impôts qu'on prélève que sur les mines, à peu près un peu sur les télécoms. Il faut qu'on produise. Deuxièmement, les excès dont on a parlé, ou peut-être les excédents, 3 milliards, quelque chose, ce n'est pas notre argent. C'est l'argent d'ETS, de la Banque mondiale et des partenaires. Qui veut dire que quand on dit on est un peu plus riche qu'avant, on a mobilisé beaucoup plus de moyens, c'est tout simplement l'effet peur de gendarmes via IGF qui a fait que les gens qui volaient plus volent un peu moins. Et il y a la peur de ceux qui doivent payer maintenant l'impôt, c'est-à-dire sur quelques entreprises minières, etc. La Banque centrale a envoyé un communiqué dans le média pour dire tout ça. Donc, oui. Mais en réalité, ils ne sont pas dans la gloire, mais ils ont spécifié, ce sont les partenaires. Oui. Et puis, c'est l'argent des autres qui commencent à payer. C'est l'argent des autres. Ce qui veut dire que le Congo, comment va notre Congo va mal parce que les Congolais sont inconscients. Les Congolais continuent à être inconscients. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on appelle le plan post-Covid qui soit dur, qui soit, comme qui dirait, offensif. Tout le monde est focus sur les élections. Tout le monde est focus sur les alliances. Or, pendant ce temps, dans le pays de la sous-région, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui produisent. Il aurait fallu, et je l'ai toujours dit ici, mettre de côté la culture des affaires. Poursuivez tel, Bukanga Alonso, poursuivez tel, machin. Mais pendant que vous poursuivez les gens, vous ne rapportez rien au trésor. Le climat des affaires commence à être dilettant. Et les gens qui pouvaient produire ont peur de produire. Ce qui fait que, constatez ce qui se passe en ce moment, les gens qui avaient planqué de l'argent de côté investissent leur argent dans l'immobilier via les Indiens, les Congolais, du second système, enfin du régime passé. Ils avaient planqué de l'argent de côté au lieu de mettre ça dans l'agriculture, de mettre cela dans le commerce de consommation, etc. Ils construisent des immeubles. Les immeubles via les Indiens. Au nom des Indiens. Oui, tous ces Indiens sont des façades. C'est ce qu'on appelle des masques. Derrière, il y a des Congolais qui ont beaucoup de cash chez eux, qui font ces immeubles. La plupart sont vides, ne sont pas occupés, ne sont pas utilisés, parce qu'ils savent qu'un jour, je pourrais capitaliser dessus, je pourrais vendre dessus, je pourrais faire louer, etc. en attendant. Mais l'État congolais dans tout ceci n'est pas capable d'aller chercher la thésaurisation, encore un mot que j'ai toujours dit ici, de l'argent liquide qui se trouve dans les coffres des gens, chez eux à la maison. Et donc, nous devons être vigilants. Nous lançons cet appel à nos compatriotes, notamment ceux qui dirigent, ceux qui ont la signature, que le Congo ne peut pas être dans l'attente. Le Congo ne peut pas être dans la culture des élections.
Le Congo ne peut pas être dans la culture de petits coups fourrés, des pots de banane. Je piège mon voisin, j'anticipe sur ce qui compte. Donc, vous ne regardez pas ce que vous pouvez faire ensemble, mais vous regardez seulement ce que vous pouvez bloquer à l'autre de ne pas le faire. Et ça nous amène à l'Afrique. L'Afrique instable, surtout dans les grands lacs minés par ce qu'on appelle actuellement terrorisme, mais la prédation avec des nations, oui, des pays courtiers qui ont déstabilisé le Congo, ça date des lustres. On dit que le régime Clinton était pour beaucoup dans l'assassinat de Habyarimana, pour balayer les Français des Grands Lacs et fragiliser Mobutu. Et puis, ce qui a été fait, ils ont mal remercié Mobutu, qui les avait forgés. Ils ont récupéré Museveni, qui a formé Kagame. On sent que maintenant, c'est l'Afrique de l'Ouest, qui était un petit peu stable, avec le coup d'État aujourd'hui bien préparé par la France. Oui, l'Afrique est en train de s'émietter. Oui, d'abord, il faut comprendre que depuis 1989, avec la perestroïka, la fin de du mur de Berlin, la France avait lancé cette dynamique, notamment dans ses colonies, des ex-colonies. Ce qu'on appelle le sommet de la Bolle avec François Mitterrand. C'est parti de là. Quand Gorbatchev, dans toute sa partie communiste, avec Ronald Reagan, vous vous rappelez, parti de là, et puis le succès de Reagan avait encouragé Gorbatchev de faire la perestroïka pour faire tomber le communisme, avec la collaboration de Jean-Paul II au niveau du Vatican. Eh bien, sur le continent africain, la France avait gardé la main. C'est la France qui a, depuis la Bolle, dit désormais on va vous donner l'aide via la démocratie. Il faut décrisper vos régimes. Ça a commencé avec la fameuse conférence nationale, le Bénin, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la RDC, enfin le Zaïre de l'époque, etc. Et la France continue à garder la main. Les fausses démocraties créées pour perturber les dictateurs d'hier n'ont pas donné des résultats du tout, parce que ça a juste perturbé tous ces pays. Ça les a mis dans une incertitude. Au Gabon, par exemple, on a maintenu Omar Bongo, quoique les Bessol et les autres faisaient un peu du boucan, mais ça n'a pas donné grand-chose. À Brazzaville, la courte transition avec Lissouba n'a pas donné grand-chose, parce que Lissouba voulait sortir du précaré français pour donner... De la prison France-Afrique. Oui, de donner à Oxy, une société américaine, notamment c'est ce pétrole de Pointe-Noire. Et donc, Lissouba a été éjecté et on a ramené Sassou, qui est resté là jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Après la mort de Houphouët-Boigny, eh bien, Konan Bédié est arrivé, on l'a perturbé avec Général Gueye, ensuite est arrivé Laurent Gbagbo, on l'a éjecté Gbagbo plus tard pour instaurer Ouattara. Au Mali, c'est la même chose. Toumani Touré a fait son accident, enfin son coup d'État, et après, Toumani Touré, succession des coups d'État, pour, encore une fois, toujours contrôler cette partie de l'Afrique de l'Ouest. À la différence qu'aujourd'hui, cette partie d'Afrique de l'Ouest a connu la participation des États-Unis qui sont venus en force, mais surtout, celui qui était affaibli hier, la Russie, vient en force. Les États-Unis, avec la Gambie, lorsqu'on dit, bon voilà, il y a un dictateur là-bas, il faut l'enlever, qui s'est réfugié en ce moment en Guinée équatoriale. Yahya Jammeh. Yahya Jammeh. Allez, on met Yahya Jammeh de côté, la France maintient le Sénégal avec celui qui est là, Macky Sall, qui est la succession de tous ces présidents, parce que vous voyez que chaque président sénégalais, dès qu'il quitte le pouvoir, il va s'installer en France, depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la France est perturbée, notamment en Afrique de l'Ouest, par l'arrivée massive, l'arrivée musclée de la Russie. La Russie, via Wagner, c'est simplement une société
on va dire, des sécurités, qui fournit des combattants, comme il y en a aux États-Unis, parce que la plupart des guerres que vous voyez ici, ce sont des guerres de sociétés de sécurité privées. En Irak, il n'y a eu que des sociétés de sécurité privées en Irak. En Afghanistan, la même chose. Kadhafi a été tué par les mercenaires. En Centrafrique, Wagner est arrivé en grande pompe et aujourd'hui, la Centrafrique est contrôlée par les Russes avec Wagner. Et Wagner est en train de bousculer la France, notamment au Mali. Ça a été le cas, Wagner, en Libye. C'est pour ça que vous avez vu que tous les processus qui ont été proposés pour le contrôle de la Libye n'a pas fonctionné parce que les Russes, dès qu'ils ont bousculé les Occidentaux en Syrie, les Occidentaux sont partis, ils les ont bousculés en Afghanistan, ils sont partis. Maintenant, c'est sur le continent africain, ça se joue. Quand vous voyez le Premier ministre faire le discours aux Nations Unies pour dire la France nous a laissé en plein vol avec Barkhane et nous, aujourd'hui, on doit trouver un soutien pour nous maintenir, c'est parce que les Russes, quand ils sont venus donc au Mali, non seulement ils ont amené du matériel, mais également ils ont déployé les gens qui se battent sur le terrain. Est-ce que, Jean-Marie Kassamba, l'Afrique et les Africains doivent-ils embrasser tout le monde et de manière naïve? Au début, quand les Chinois venaient, on croyait aux bons samaritains, on croyait aux gens qui ne pouvaient pas créer des problèmes aux Africains. On les a embrassés. Mais on était quand même parmi ceux qui disaient faites attention, les Chinois ne sont pas philanthropes tous. Aujourd'hui, vous voyez, la Chine est très gourmande, exploite et ne s'occupe même pas de protéger les régimes qui leur donnent les contrats. Mais comme en Guinée, d'Alpha Condé, ici je vous avais dit que De Gaulle, qui avait dit tout de go qu'aucun pays n'a d'amis, il n'y a que des intérêts. La France vient de le vivre avec les États-Unis et la Grande-Bretagne sur le marché australien des sous-marins. Et donc, si les Africains fonctionnaient comme les Occidentaux eux-mêmes, on serait déjà un peu avancé. Ce que je constate chez nous, c'est que nos dirigeants sont toujours naïfs, trop naïfs. Quand les gens viennent en délégation ici, on les reçoit, tapis rouge, on ouvre le placard, on leur montre tout, on leur donne tout. Et il suffit qu'ils nous disent, mon ami, en nous tapant sur l'épaule, eh ben, on pense qu'on a les plus grands amis du monde. Non, bien au contraire. Il faut prendre chez tout le monde ce qu'on peut prendre. Prendre chez les Russes ce qu'on peut prendre, chez les Américains ce qu'on peut prendre, chez les Chinois ce qu'on peut prendre, tout en préservant nos propres intérêts. C'est ce que font les Rwandais. Les Rwandais, c'est un petit pays, les Rwandais. Mais ce n'est pas un modèle. Non, mais un modèle Le monsieur ayant senti qu'il est relâché déjà au niveau de Washington, du moins pour mettre son pays sous la perfusion financière des Américains, il a commencé à faire les yeux doux à la France, donc à la Russie et aux autres puissances. Vous voyez, aujourd'hui, avec son armée, il essaie d'intervenir au Mozambique. Quand des Afghans, donc les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan, dès qu'il y a des réfugiés, ils sautent sur l'occasion avec Museveni pour faire les yeux doux aux Occidentaux. Nous recevons, ils n'ont pas assez d'espace, ils vont les mettre où? Parce que derrière ce qu'on chante, toute cette publicité de bonne gouvernance, il y a la misère. Il y a des Rwandais qui vous souffrent sérieusement. Regardez ce que vous balayez sur les routes, c'est qui? Alors, tout ça, c'est bien monté. Quand je dis les Rwandais s'adaptent ou plutôt profitent du capitalisme mondial, c'est ça. C'est comme fait Israël. C'est comme fait la Suisse ou le Luxembourg ou Monaco. Lorsque vous avez en face de vous des prédateurs, il faut profiter des prédateurs, de ceux qui peuvent vous laisser prendre. Chez nous, nous avons tout, mais nous ne voulons pas prendre. Je vous ai parlé des vaccins. Si les gens étaient gentils, ils nous auraient donné des vaccins. 3%. Je vous ai parlé de l'argent.
Aujourd'hui, Félix Tshisekedi fait le tour du monde pour avoir de l'argent. Mais personne ne lui donne cet argent. Regardez le projet Inga. Ça pâtit encore. Regardez les projets avec les Égyptiens. Le cash n'est pas encore là. Tout le grand projet qui ont été lancés chez nous. L'argent traîne pourquoi? Parce que ces gens-là, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ou plutôt sûrs de se servir assez rapidement, ils vont vous embarquer dans les processus. Dans les, par exemple, ce qu'on appelle l'ITIE. L'ITIE, c'est un secteur minier. Hein? Voilà, les processus ITIE, il faut déclarer tout ce que vous faites dans le mine. Voilà, ils vous embarquent là-dedans. Et ça prend du temps. Avec beaucoup de conditions. Oui, oui. Mais on vient de suivre Doing Business. C'est une histoire de manipulation. Bien sûr. Parce que ça a été manipulé par l'ancienne dirigeante de la Banque mondiale au profit d'un pays. Donc, on tripote les chiffres et les statistiques pour encenser l'un ou diminuer l'autre. À dessein, le Mo Ibrahim, le ITIE, le Doing Business, ce sont, on va dire, des critériums installés pour faire chanter les gens. C'est comme les critères de performance, par exemple, du Fonds monétaire international. Donc, pour revenir chez nous, en Afrique, le Mali aujourd'hui est en train d'échapper au contrôle. C'est qu'on ne dit pas beaucoup aux gens en ce qui concerne le Mali. On a découvert beaucoup de pétrole au Mali. Il y a beaucoup de diamants au Mali. Le Mali a aussi des minéraux rares, comme le Niger avec l'uranium. Et donc les Russes se sont déjà installés au Mali. Ils ont dit aux Maliens, écoutez, nous, on veut à la fois vous aider à sortir du système français, mais on veut aussi vous donner du concret, tout en profitant aussi de les richesses du Mali. Ils l'ont fait en Centrafrique, aujourd'hui, ils se sont installés. Aujourd'hui, ils sont installés au Mali. Et la France, qui n'a pas suffisamment les moyens en termes logistiques et financiers de couvrir l'ensemble de cet espace, est en train de redimensionner ses forces. La France va s'installer plus au Niger, avec un recul vers notamment la Mauritanie, parce qu'au Sénégal, c'est en train de changer. Vous avez diffusé ce matin un opposant sénégalais qui est très dur. À défaut, si on ne le tue pas, il est en train de mettre dans la tête des Sénégalais beaucoup d'idées un peu pour sortir de la zone CFA, notamment. Et donc, les pays africains, les dirigeants surtout, parce qu'on est très suivis partout en Afrique, doivent regarder les cas des gens qui étaient des élèves assidus. Omar Bongo est parti mourir, pas en France, au Portugal. Je pense qu'il est mort au Portugal, ou en Espagne, quelque chose comme ça. Pas en France. Ali Bongo a été hospitalisé, pas en France. Grande-Bretagne, un peu le Maroc. C'est pour vous dire qu'il n'y a plus cette confiance-là de l'ancienne métropole. Pourquoi? Parce que les caciques d'hier, les gens, ou plutôt les colons d'hier, ont toujours les réflexes d'hier. Il faut, dans cette nouvelle génération, d'autres paradigmes, d'autres paramètres pour essayer de sortir l'Afrique de cette domination. Le jeune homme qui a fait tomber Alpha Condé, il est de la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est à peu près comme Wagner. C'est une armée de toutes les nationalités au service de la France et qu'on peut déployer dans des pays. Chez nous, ici, on a profité de la Légion étrangère à l'époque du maréchal Mobutu. Quand on dit les parents qui avaient sauté sur Kolwezi, c'était qui? La Légion étrangère. Et aujourd'hui, quand Wagner intervient quelque part, on dit non, Wagner, ce sont les mercenaires qui ne respectent pas grand-chose. Donc, comment on l'appelle, Moscou sauve le régime des Touadéra en Centrafrique, donc c'est juste à côté de nous. Entre-temps, Washington est avec nous en partenariat stratégique, privilégié. Les rapports sont renoués, restaurés entre rapports militaires entre, comment on appelle, le siège en Pentagone et Kinshasa, Mongaliema,
on ne passe plus par Kigali, ou si on passe, mais on a des rapports directs. Alors, est-ce que les Américains redoutent la Russie à côté de nous? Bien sûr. Bien sûr. Enfin, ce qu'il faut comprendre est que quand on dit partenariat stratégique avec les États-Unis, les Américains ne viendront jamais se battre à notre place. Non, je n'ai pas dit ça, mais je dis, nous sommes dans l'Afrique, oui, échange d'informations, etc. Mais les Américains ont la hantise de la Chine, du contrôle des matières premières de la RDC par la Chine. Et a fortiori par la Russie. C'est pour ça que Chingolopé, par exemple, au Katanga, c'est sous projecteur, c'est sous satellite. On a clôturé. Parce que le jour où les Chinois vont mettre la main sur l'uranium de la RDC, ou contrôleraient le coltan et le cobalt pour la transition écologique, eh bien, les Américains auront du retard. Mais les Chinois sont à TFM, ce sont eux qui ont racheté. Oui, ils ont racheté TFM, mais... comment on appelle la part de McMoran. Oui, d'accord. Mais il faut comprendre aussi que derrière ces Chinois qui ont acheté TFM, il y a des Américains. En fait, les Américains n'ont fait qu'une transaction boursière pour faire de plus-value. Mais ils ont un contrôle sur le cobalt qui se trouve chez nous. D'ailleurs, la majorité Alors pourquoi faire semblant de venir faire la guerre à la Chine ici quand ce sont eux qui contrôlent? Pourquoi faire semblant de faire la guerre à la Chine quand on sait qu'eux-mêmes, ils ont cédé, ils se sont retirés à Mwanda, oui, pour mettre comment on appelle Perenco, les Français, une famille française. Oui. Alors, ils étaient là, Chevron et autres. Pourquoi ils partent et ils mettent d'autres sous-traitants là-bas et ils rentrent pour dire qu'ils font la guerre aux autres? C'est ça la naïveté congolaise. Les Congolais pensent que les Américains, les Chinois sont des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des concurrents. Mais des concurrents qui font des affaires au détriment des petits pays africains sur lesquels on peut marcher. Lorsqu'il y a par exemple la station spatiale internationale, dans cette station spéciale, il y a bien des Américains, il y a même des Russes, il y a même des Européens. Lorsqu'il y a au Conseil de sécurité les 5 pays permanents, on prend des décisions. Ces gens-là, ils font des échanges d'informations. Mais lorsqu'il s'agit de l'argent, ils font des transactions. Allez à la bourse de New York, allez à la bourse, à la City à Londres. Vous allez trouver des sociétés américaines, des sociétés françaises, les sociétés chinoises. Quand Joseph Kabila change les codes miniers, les majors qui étaient ici au palais de la Nation, ils ont passé 8 heures en face de Joseph Kabila. Il y avait qui? Des Américains, des Chinois, des Français, des Suisses. Et ils parlaient le même langage. Ils disaient, non, il ne faut pas changer. Tous, ils parlaient le même langage. Donc c'est pour dire que nous devons, nous, Congolais, tirer notre épingle du jeu. Il ne faut pas penser que, on veut faire du China bashing parce qu'on veut être amis avec les Américains. Bon, mais il y a un souci là pour l'Afrique, on termine par là. Quelle attitude adopter face à ces anges ou démons qui viennent? On semble un peu louer la Russie qui débarque en Afrique. On a dit des Chinois, c'est les win-win. Ces gens vous construisent. Les Occidentaux ne sont pas pragmatiques. Ils n'ont jamais développé ailleurs ou un pays ici en Afrique. Bon, alors, quelle attitude adopter dans un continent dirigé par des personnes qui subissent les dictats des grandes puissances? On peut l'éjecter avec un coup d'État ou dire à son fils de donner un coup, un couteau dans le dos. Tout peut arriver dans cette Afrique. Quelle attitude adopter? Je pense que les Congolais, et surtout les dirigeants congolais, doivent prendre, et je répète, ce qu'il peut dans chaque grande puissance. Il n'y a aucune puissance qui soit, on va dire, angélique par rapport à nous. Les Américains aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle la diplomatie
d'influence au niveau international. Mais les Américains n'injectent pas de l'argent dans les économies. Ils jouent de leur influence au niveau des Nations Unies, ils jouent de leur influence au niveau notamment de toutes les organisations internationales pour vous faire comprendre que si vous n'êtes pas avec nous, on va vous faire la guerre, on va vous faire sauter. Mais ils n'investissent pas. Les Européens n'ont plus d'argent, du cash. Les Européens ont ce qu'on appelle les droits de l'homme, la démocratie, etc., comme par avant, pour vous faire chanter avec. Les Chinois ont du liquide. Les Chinois ont du liquide, mais les Chinois veulent capitaliser leur liquide. Ce sont des commerçants. Ils viennent, même les Chinois là, avec lesquels Joseph Kabila a signé, ils ont dit, dossier par dossier. Sur chaque dossier, ça coûte tant. Vous nous donnez tant, on fait votre route à tel prix, de telle qualité, pendant tel temps. Si vous ne payez pas, ils stoppent. Mais ils ont beaucoup gagné. Il faut venir même des ouvriers, des prisonniers de chez eux pour venir travailler sur le continent. Qui méprisent même les Congolais. Non, pas maîtriser, ça c'est les réactions humaines, tout simplement comment dire, d'arrogance. Lorsque vous savez que c'est vous qui avez amené l'argent, c'est vous qui... Voilà, c'est l'arrogance humaine. Les Européens, ils ont fait pire que ça, donc c'est pas un problème. Il faut tout simplement que le pays africain s'assume. Les Russes, qui sont redevenus une grande puissance à la fois militaire, financière et d'influence, veulent aussi jouer leur partition. C'est pour ça que nos dirigeants africains, moi j'avais apprécié quand notre président était parti à Sochi, par exemple, à ces sommets avec Poutine et les pays africains. Il fallait continuer cette diplomatie. Les envoyés spéciaux du président ou les ambassadeurs itinérants doivent faire ce travail. Une diplomatie des couloirs. Absolument. Nous n'avons pas de diplomatie à la fois économique, ni des couloirs, ni d'influence. La plupart de nos diplomates, la plupart de ces ambassadeurs n'ont pas de stabilité. Il faut leur donner des moyens, justement. Le pays doit leur donner des moyens. Le président devrait commencer par mettre en place des grands ambassadeurs dans des grands pays d'influence. Un grand ambassadeur aux États-Unis, un grand ambassadeur en Union européenne, un grand ambassadeur à New York, en Afrique australe et surtout un grand ambassadeur en Chine. Il y a un vide à New York. Bah, le moins il reste à Washington, mais est-ce qu'on lui donne des moyens? Il y a des vides partout. Voilà. Et puis ici au Rwanda, il y a une dame chargée d'affaires depuis plusieurs années, depuis le départ de Maître Nkulu Kilombo. Oui. Et cette dame est là. Et pourtant, on nous a mis Karega, si c'est Karega oui, ici. Karega, oui. Mais il y a des vides partout. On ne peut pas peser lorsque nos diplomates n'existent pas. Ces diplomates ne peuvent pas faire des réunions, aller au restaurant avec les partenaires, espionner aussi ces pays dans lesquels ils sont installés. Ils n'ont pas les moyens. Comme nos services de renseignement n'ont pas les moyens aujourd'hui. Les FCR dont on parle, les frais de recherche. Moi, c'est une invitation que je donne pour qu'on donne des frais de recherche à nos services de renseignement qui n'ont pas ces moyens. Conclusion, on est affaibli. Et donc, vous m'avez posé une question assez pertinente. Qu'est-ce que nous pouvons attendre des Russes? De l'influence, si nous avons des amitiés avec certains milliers russes, lorsque nos dossiers seront traités au niveau du Conseil de sécurité, lorsque nous avons besoin, par exemple, de nous approvisionner en armes, on peut aller chez les Russes, on peut avoir des armes parfois moins chères et ça sera livré assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Russes? Le transfert des technologies, par exemple. Vous savez, les Russes, dans le domaine agricole, ils sont très loin, comme les Israéliens. Et donc, sans froisser nos amis américains ou de l'Union européenne, nous devons le faire comprendre que le Congo doit s'ouvrir. C'est ce que Choguel Maïga, le Premier ministre malien, a dit aux Nations Unies. L'interview qui a été diffusée ce matin sur RFI, il disait effectivement la même chose. À force de dire que nous avons un vice-président, enfin, excusez-moi du peu, un ambassadeur omniprésent, Amer Nzita pour ne pas le citer, et que celui-là va nous ouvrir toutes les portes et qu'on va être protégé, etc., ça pose un problème et ça nous fait traîner énormément. Et donc, nous avons un pays très stratégique. Il appartient aux conseillers
du chef de l'État en matière de la diplomatie, au collège diplomatique, de faire le travail. Le travail. Maintenant que Covid est terminé, vous allez voir que quand il va y avoir des fêtes nationales dans les ambassades ici vont inviter nos dirigeants, ils vont aller là-bas manger des petits fours, boire des coupes de champagne, et on va leur distiller dans les têtes des idées qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la RDC. Et voilà, Mike Hammer a été formé pour ça, il fait bien son boulot. Oui, mais nos ambassadeurs devaient faire la même chose. Nos ambassadeurs, soyez aussi inventifs, créatifs. Et j'allais vous dire, pour terminer, ce qui s'est passé en Allemagne avec Angela Merkel. 15 ans de pouvoir. Aujourd'hui, son parti vient d'échouer d'Angela Merkel. Alors que l'Allemagne, qui est une fédération, en termes économiques, c'est la première puissance économique de l'Europe. Mais en termes de démocratie, ce sont toujours les extrêmes, ou plutôt les capitalistes, qui contrôlent cette Allemagne. Jean-Marie Kassamba, merci. Je crois que vous êtes sorti de Thiesde. Oui. Mais j'ai fait aussi l'école des études internationales en France, qui est une école qui ne forme pas tous ici. Et voilà, donc il y a moyen de mieux faire, c'est notre pays. Il faut qu'on consulte les intelligences. Si nous croisons les bras, c'est fini. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui vont jeter l'éponge. L'espoir est permis. Beaucoup de choses se font loin des caméras. Et voilà, c'est ça les dessous des cartes. Voilà. Bonne journée. Et on attend d'ailleurs, pour conclure, que ça dégénère ici sur le plan des élections, des processus électoraux, et vous verrez les envoyés spéciaux qui vont commencer à venir, et les intermédiaires, les médiateurs, etc., etc. Et voilà, je crois qu'on doit se comporter en responsable, ne pas nous faire plier par des petits experts et autres diplomates des couloirs. Voilà. Merci. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons.